Salut tout le monde, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Et aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 3 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et comme d'habitude, je suis en excellente compagnie puisque Guillaume de la team Marvel Story est là. Salut Guillaume. Salut à tous. Et Tobias qui fait son comeback. Eh oui. Le retour. Le retour, ça va? Bah ça va et toi? Eh ben ça va, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas foulé les pieds dans les locaux de Marvel Story. Évidemment. Donc ouais, ça va. Et toi? Bon. Bah tant mieux, ouais, ça va nickel. Ah, parfait. Nickel. Et je rappelle que si vous voulez suivre toute l'actu du MCU, n'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà. Alors, on va donc analyser cet épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver qui était très lourd. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander à tour de rôle ce que vous en avez pensé. Donc, Guillaume, ton retour sur ce 3e épisode. Bah écoute, pour moi, c'était le meilleur épisode de la série pour l'instant. Ouais. Je trouve que comme WandaVision, on a des épisodes qui s'améliorent au fur et à mesure, même si sur WandaVision, ça s'est pas trop fait à la fin. Et voilà, pour rester sur Falcon, l'épisode avec Zemo, incroyable du coup. Enfin le retour de l'un des personnages que j'apprécie le plus du MCU. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils ont introduit énormément de background et tout à son personnage. On a aussi, après on a l'introduction de Madripoor. Et oui. Quelque chose que j'attendais beaucoup, moi. Et je suis pas déçu non plus, donc globalement l'épisode très 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 sympa et si ça continue comme ça, c'est nickel. D'accord, lourd. Et toi Tobias? Je suis globalement du même avis que Guillaume sur cet épisode qui du coup nous réintroduit le baron Zemo. Je pense qu'on va revenir plus en détail tout à l'heure sur lui, donc je vais pas trop m'étaler sur ça, mais je suis un peu divisé, même si globalement j'ai bien aimé son traitement et tout ça. Sinon globalement l'épisode j'ai plutôt bien aimé, avec Madripoor, tout ça, franchement c'était un bon épisode, mais je vais en revenir plus en détail sur chacun des éléments au fil du podcast. Absolument. Eh ben, parlons donc dans ce cas du Z, le retour de Zemo, qui est baron du coup. Donc on a cette première scène liée à son évasion entre guillemets en Allemagne. Qu'avez-vous pensé de cette scène? Du coup on a la rencontre de Sam et Bucky qui rencontrent Zemo. Ouais. Moi d'abord, ce que j'aimerais revenir sur le fait que Zemo il savait que Bucky était guéri entre guillemets, mais que il a quand même essayé. Ouais. Voilà, il a quand même prononcé les mots et je pense qu'au fond de lui, il a quand même voulu essayer un petit peu. Il a pensé. Ouais. Et cette petite introduction où c'est le plan est tout noir puis il surgit un peu avec la lumière, plutôt intéressant. Et après, ouais, forcément, Sam qui dit non, on fait pas évader Zemo, alors qu'au final, il arrive à cet instant-là. Il dit bonjour à tout le monde, donc. Ah oui. Non, après, bon, la scène d'évasion, c'est une scène d'évasion classique qu'on peut voir dans plein de films et séries, mais stylé de voir. Après, c'était un peu facile, mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, que c'est plus facile. Ce point-là. J'ai l'impression que c'était trop facile. Genre, on a vraiment du coup Falcon qui est droit dans ses bottes, en mode non, on va pas le faire évader. Et juste après, il y a Zemo, il arrive, même pas une seconde, enfin, je sais pas, même pas pendant 10 secondes, il s'est dit bon les gars, j'ai quand même mon avis tranché, je pense qu'on va le refoutre en prison. Non, à aucun moment. Juste en 5 secondes, il a fait mais qu'est-ce que tu fais là? Puis après, au final, il a dit bon let's go. Donc vraiment, c'est vrai que c'est un truc que j'ai trouvé giga facile. Mais bon, après ça, quand même, je pense qu'il fallait pas non plus trop s'attarder sur ça et qu'ils veulent aller droit au but. Donc ça s'excuse, ça se comprend aussi. Donc, il y a aussi tout cet aspect psychologique entre Bucky et Zemo qui rappelle, je sais pas si vous avez vu le film Le Silence des Agneaux avec Anthony Hopkins. Il y a aussi tout ce parallèle psychologique où chacun essaye de se déstabiliser. Mais pour en revenir à cette évasion, j'ai l'impression que pour s'évader de prison, en fait, tu déclenches une bagarre et tu vois, c'est parti. Ouais, surtout que c'est comme dans tous les films et dans toutes les séries, enfin, c'est la même chose à chaque fois. Mais surtout qu'il est pas dans une simple prison, Zemo. Ouais, c'est ça aussi. C'est quand même un homme dangereux.
Bah, c'est le seul qui a réussi à diviser les Avengers, quoi. Donc Zemo fait équipe avec Bucky et Sam. Sam qui est pas vraiment, enfin qui est même pas du tout d'accord avec Bucky là-dessus. Ouais. Et Je rappelle que c'est quand même une personne extrêmement dangereuse. Ouais, Tobias. c'est la première fois aussi dans le MCU qu'on retrouve un peu cet aspect qu'il y a souvent dans les comics, à part si je me trompe, hein, mais genre qu'un grand méchant, là je parle d'un grand méchant, pas d'un personnage qui a été méchant vite fait, que par la suite il devient gentil, voilà. Non, là, qu'un grand méchant s'allie fasse un team-up avec les super-héros. Ouais, il y a eu Loki, à moins bah oui, Loki mais... quand même. Ouais, mais encore là c'est différent, je trouve. Je trouve que c'est différent parce que, comment dire, en soi, c'est un peu compliqué parce que même quand il était allié, il voulait quand même les foutre dans la merde à un moment ou un autre, quoi. Là, c'est vraiment plus un team-up en mode ils ont tous le même objectif et ils s'entraident. Savoir plus sur justement le fameux sérum. Ouais, et aussi là où Loki, c'était un peu plus une évolution psychologique du personnage. Enfin bon, moi j'ai bien aimé cet aspect-là. et du coup, comme tu le disais en introduction, Guillaume, on en apprend beaucoup plus sur Zemo et on apprend donc que il est baron et à sa sortie de prison, accompagné de Sam et Bucky, gros jet privé, tu vois. Ah oui, il est bien. C'est clair. Il est bien. Donc, ça montre un peu que dans Civil War, par exemple, il avait quand même des moyens, dans le sens où son grand appareil à impulsion électromagnétique là, qui cache dans l'hôtel et qui fait envoyer après au... Ah oui. Bref, c'est des matériaux qui coûtent quand même assez cher dedans, donc du cuivre notamment, et ça montre déjà un peu... On comprend mieux d'où viennent ses moyens. Il voyageait souvent aussi dans Civil War. Au début du film, il est à Portland, voilà. Donc peut-être qu'il faisait ça avec son... Je sais pas s'il faisait ça avec son jet. Je sais qu'il est allé en Russie avec un avion normal, mais après... Ouais, c'est vrai que... C'est redcon d'une manière assez bizarre, mais... Et du coup, Zemo, on voit que Sam et Bucky sont complètement désespérés, n'ont pas de pistes pour en savoir plus sur ce fameux sérum. Et du coup, ils prennent la direction de Madripoor. Donc une île dont on avait aperçu quelques visuels dans la bande-annonce, et là on y est. Du coup, qu'avez-vous pensé de cette introduction de Madripoor de Madripoor? Alors j'ai trop aimé, voilà. Enfin, non. Repère de Malfrat. Ouais, mais c'est trop bien. Il y a cet aspect-là froid du truc, en mode il y a que des comment on dit, des méchants, des trous du cul qui habitent là-bas, tu sais. Et genre, il y a un peu l'ambiance, j'ai trouvé une ambiance un peu à la cyberpunk. Genre, un peu un truc électro, avec les lumières un peu violettes, roses. Et enfin, j'ai adoré l'ambiance perso. Et aussi, du coup, tout ce qui s'en est suivi, donc la bagarre, le fait qu'on a vraiment. Enfin, je sais pas, il y a une sorte d'oppression, je trouve, qui plane autour de la ville. Genre une insécurité constante que je trouve qui a été bien gérée. Et du coup, on va sûrement aussi en parler tout à l'heure, donc je vais arrêter de tout griller, mais le personnage de Sharon Carter nous montre beaucoup sur la ville, je trouve. Et toi, Guillaume? Moi déjà je suis content parce que ça confirme une des théories que j'avais, qui était que Zemo allait les guider en fait à Madripoor. Déjà, voilà, ça a été confirmé. Tu l'avais vu juste. Exactement. Et sinon, comme j'avais dit au début de l'intro, Madripoor j'attendais beaucoup parce que c'est une ville qui est aussi importante dans les comics, notamment, même pas par rapport à la série de Falcon et Winter Soldier, mais plus tard. Dans les comics, elle est importante aussi dans des comics Hawkeye, et justement, les runs que va adapter la série, il y a des moments qui se passent à Madripoor et j'aimerais bien que ça se passe aussi là-bas. Donc. Pour moi, la ville est bien adaptée, du coup, je suis assez content. Puis c'est vrai que cet aspect un peu Night City dans Cyberpunk, comme dit Tobias, c'est assez cool. Ça fait un peu de contraste avec New York, mais complètement. Avec toutes les villes qu'on a vues dans le MCU. Ouais, désolé. Ça rappelle un peu Singapour d'ailleurs, mais. Oui. Voilà. Et j'ai bien aimé parce que moi c'est un truc que je surkiffe dans le MCU, c'est quand on explore de nouveaux horizons. Et là j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un univers à exploiter autour de ça. Vraiment cette ville de Malfrat dans un univers un peu. Un peu dans cette ambiance-là, je trouve qu'il y a pas mal de choses à exploiter, donc c'est trop cool. Il y a un potentiel. Et du coup, Zemo qui embarque Sam et Bucky dans une sorte de bar pour rencontrer une dénommée Selby, où du coup Bucky est replongé dans son personnage de soldat d'hiver et Sam incarne une sorte
dealer, donc Conrad Mike, alias Smiling Tiger. Tobias, qu'as-tu pensé de cette scène, le fait de voir Sam dans ce rôle de dealer et Bucky plongé malgré lui dans son personnage de soldat d'hiver. Déjà c'est intéressant dans le sens où on a vraiment eu cette impression de comment dire, genre de Zemo du coup qui le recontrôle, donc il y a le dessus sur lui et c'est un peu perturbant au stade où on en est, mais bon, il joue le rôle pour pas faire foirer la mission. Et quant à Sam, du coup, c'est Smiling Tiger qui l'interprète. Bon, ça, je connais vite fait des comics. Je sais qu'il y a un Smiling Tiger qui existe, genre on dirait une créature, mais qui a à peu près les mêmes couleurs. Genre, c'est du jaune et du rouge, mais à part ça, je connais pas hyper bien. Mais sinon, ce personnage. Je sais pas, je sais que je connais pas du tout pour le coup, donc je pourrais pas dire. Mais j'ai bien aimé la scène avec Selby où justement il reçoit un appel de sa sœur à ce moment-là. Sarah qui appelle au mauvais moment. Il répond à un haut-parleur, il joue le rôle et tout, et à la fin le petit Sam qui trahit. Ah ouais, il se fait griller. Selby se fait assassiner, elle se fait tuer. Et on a une bonne scène qui s'ensuit, quoi. Mais sinon, j'ai bien aimé cet aspect bagarre. Et j'aimerais souligner un truc. C'est un moment, genre, il y a le Winter Soldier, du coup, qui se bagarre. Et on voit que pendant la bagarre, il y en a qui filment. Donc, je me dis, est-ce que ça va pas le mettre dans la merde plus tard? Parce que, déjà, il est censé reprendre le rôle, là. Pendant qu'il est là-bas, du soldat d'hiver. Alors qu'à côté, il suit une thérapie pour que justement ça soit qu'il ne soit plus. Donc si jamais ça se retrouve sur internet où on voit qu'il casse des grosses gueules et tout, ça peut, je pense que ça peut avoir un impact si jamais c'est souligné par la suite. C'est vrai que du coup entre guillemets le soldat de l'hiver serait de retour, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça pourrait lancer de folles rumeurs. Après c'est un petit détail à la con, mais on sait jamais avec la MCU. C'est vrai. Et toi Guillaume? Bah écoute, je ne sais pas si le cocktail au jus de serpent est bon. En tout cas, j'aimerais pas y goûter. Il a longtemps hésité, Sam. Ouais, j'aimerais pas être à sa place. Hein. Puis le pauvre, il s'est senti un peu mal dans son rôle de Smiling Tiger. On l'a bien vu tout au long. Puis vraiment, le coup de la fête téléphonique de Sarah, c'était la cerise sur le gâteau. Sinon, pour Bucky, j'ai bien aimé le fait que Zemo l'ordonne de faire des choses. De toute façon, il avait pas le choix là pour le coup. Il l'ordonnait, mais il jouait la comédie les deux. Et pareil, les téléphones, je pense pas que ça soit anodin. Après, on verra. Mais après, ils sont à Madripoor, donc est-ce que c'est une preuve qui est hyper légitime ou pas après, tu vois? Ouais. Je sais pas non plus. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois un soldat qui était gracié par le président, qui se retrouve dans une île recherchée avec l'un des plus grands criminels du monde en train de tabasser des gens dans un bar. Ouais, c'est ça se retrouve. Voilà, ça c'est compliqué. Pour le coup. Mais bon, ça, je sais pas, ça va être exploré. Mais voilà, sinon, content de voir un peu de baston. Puis voilà. Par contre... C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais t'as toute cette ambiance un peu espionnage, tu vois, contrebande et tout, c'est intéressant. Ah oui, totalement. Que tu vois pas souvent dans la MCU. Mais... Moi, il y a un truc qui m'a fait penser à John Wick. C'est quand Selby, je crois, elle s'appelle, elle meurt. Eh bien, on a tous les chasseurs de primes après, et ça m'a fait... Alors, je crois que c'est à la fin de John Wick 2, du coup, où en fait, t'as tous les chasseurs de primes qui pourchassent John Wick, et ça m'a fait exactement penser à ça aussi. Ouais, j'ai vu ça passer plusieurs fois sur internet, en mode c'était une référence ou je sais pas quoi. Après, on va savoir si c'est une vraie référence, mais... les jeux de couleurs étaient... Ah ouais, c'est vrai que les jeux de couleurs à Madripoor rappellent énormément la photo de John Wick. Ouais, c'est vrai. Et du coup, venons-en à leur rencontre avec Selby, qui est au courant de ce qui se passe tout autour du sérum, et elle donne le nom d'une personne qui a réussi à dupliquer le sérum de Erskine. Eh oui. Donc le docteur Nagel, ouais, c'est ça? Wilfried Nagel. Donc, Wilfried Nagel. Et du coup, on en a un peu parlé, mais votre avis plus globalement sur cette scène avec du coup l'apparition de Sharon, qui était donc à Madripoor, qu'on n'a plus revu depuis Civil War et qui est toujours en cavale. Perso, moi j'ai trouvé Sharon plus intéressante là que dans les films en fait. Enfin, elle avait un côté plus mystérieuse, elle était quand même moins chiante, on va pas se le cacher.
Le truc, c'est que dans les autres séries, elle a... c'est quoi? Film, C'est une oui, c'est film, excuse-moi. Elle servait de Love Interest pour Steve. Vraiment, c'était une pancarte, le machin, donc à partir de là... Et moi, j'avais peur que ça soit le cas avec Bucky, du coup, ici. Parce qu'on a vu un extrait dans un spot TV où elle rigole avec lui sur le canapé. Au final, ça n'a rien à voir, c'est cool. Ouais. Et c'est bien d'apprendre qu'elle a son petit business, qu'elle a essayé de se cacher ici à Madripoor dans la ville haute, du coup, parce qu'elle a a priori, elle a bien réussi d'ailleurs à s'en sortir, hein, puisqu'elle a un appartement dans la ville haute et tout. C'est ça, ouais. Une sorte de musée où elle entrepose des véritables œuvres d'art. Ouais. Et puis, on va en reparler tout à l'heure, mais du coup, elle cache quelque chose aussi. Donc, intéressant à exploiter, je pense. Et toi, Tobias? Ben moi, j'ai trouvé intéressant, du coup, ça va rejoindre ce que je disais sur Madripoor, qui a un peu une ambiance qui donne l'impression d'être pas du tout en sécurité. C'est que vraiment, du coup, on sait que là, Carter, depuis Civil War, elle est en cavale, donc ça fait quoi? Ils sont en 2023? 2016. Ouais, 2016-2023, si on fait le calcul, ça fait quand même pas mal d'années. Il me semble qu'elle avait été snappée aussi, il me semble. Ah, elle a été snappée ou pas? Il me semble qu'on la voit sur un des tableaux, vous savez, au début d'Endgame, enfin... Oui, elle a été snappée, oui. D'accord, bon, bah tant mieux, d'un côté, ça lui fait moins de temps à fuir. Mais du coup, on voit qu'en peu de temps, au final, parce que c'est quelques années, la ville lui a fait totalement changer d'avis sur plein de trucs. Genre, on voit qu'elle est limite méchante, entre guillemets, comme dit... je sais pas qui c'est qui dit ça, c'est Bucky, je crois. Qui dit, ouais, je préférais qu'elle était pas méchante ou tout ça. Et genre, elle est là en mode, oui, les super-héros... elle partage un peu le même avis que Zemo, quoi. Alors que dans Civil War, c'était pas forcément le cas. Et je trouve ça intéressant que la ville ait un peu son vécu et pu changer son point de vue par rapport à ça. Voilà. Mais elle avoue quand même à ça, et du coup à Steve et à Natasha, parce que c'est vrai que entre 2016, entre les événements de Civil War et Infinity War, c'est vrai que Steve et Sam auraient pu prendre contact avec Sharon, et t'as l'impression qu'ils l'ont complètement zappé, et c'est ce qui... Enfin, je serais à sa place, j'aurais mal pris aussi. Ouais, mais c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il le dit, Falcon. Ouais. Bah après, elle a quand même... elle savait très bien que ce qu'elle encourait en rendant les costumes et les trucs à Steve et à Falcon. Donc, mais étant donné la dernière fois où on la voit, c'est quand elle embrasse Steve, tu vois. Ouais. Et le fait que t'aies pas eu de suite, même pas forcément au baiser, mais tu vois qu'ils se remettent en contact. Ouais, bah après ça c'est... Oui, malheureusement, je pense que ça s'est fait... Ouais, c'était compliqué avec Infinity War qui arrive derrière et tout. C'est ça, exactement, ouais. Donc, c'est vrai, donc voilà, et ouais, vas-y. C'est abusé quand même qu'il ait laissé en cavale comme ça, en fait. C'est vrai que dans Endgame, on aurait pu voir Steve aller la chercher, mais ça aurait été nul dans le film. Après Endgame, il y a trop de trucs qui ont été coupés, et voilà. Et votre avis sur le fait que du coup on apprend par la bouche de Selby que le sérum de Erskine a réussi à être dupliqué? Ouais. Que ça vous a frappé ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Bah, en fait, moi, je me demandais quand est-ce que le sérum allait être justement refait, parce que le truc il a été fait dans les années 40 avec la technologie de l'époque, donc avec la technologie d'aujourd'hui dans le MCU, le sérum, j'ai envie de dire presque n'importe qui pourra le refaire à un moment donné. Du coup, moi ça m'a pas étonné pour le coup. Ouais, c'est et du coup, on a la fameuse scène du téléphone où Sam reçoit l'appel de sa sœur, où il se fait griller. Et là, on a donc Sharon qui tue Selby, qui sauve et toute cette partie de cavale à Madripoor où elle couvre un peu les arrières de la team Zemo, Bucky et Sam. Voilà. Et il y a une sorte de marché entre Sam et Sharon, où Sam lui propose propose à ce que Sharon leur vienne en aide. En contrepartie, du coup, il ferait tout son possible pour la gracier. Pour la gracier, ouais, je sais pas si c'est le mot, mais pour plus qu'elle soit en cavale, quoi. Ouais. Et passons directement à la scène où il rencontre le fameux professeur, le docteur Nagel, pardon, dans une sorte de conteneur, ouais. Sur les quais de Madripoor. Vous en avez pensé quoi de cette scène? Alors, est-ce que là on englobe ça plus la scène qui est après en mode le combat avec Sharon à côté, ou on parle carrément, ouais. Alors,
bon, la confrontation pardon, entre Nagel et Sam et Bucky était cool, voilà, la rencontre, tout ça. En mode, Sam il va voir le mec en mode, tu sais pas qui c'est, qui on est là avec le soldat de l'hiver et le baron derrière. Et ce que j'ai aimé, c'est la partie à côté avec Sharon qui tue les gardes entre guillemets à l'extérieur, et j'ai trop aimé parce que on voit que du coup dans la MCU enfin il y a un peu plus de violence quoi. Enfin j'ai trouvé vraiment cette scène plus violente que ce qu'on a l'habitude de voir dans la MCU. Je trouve que c'est bien. Déjà parce que quand tu vois qu'il y a des séries comme Moon Knight etc annoncées, tu te dis bon c'est un peu chiant s'il n'y a pas de sang. Mais bon là on a vu que elle y va pas avec le dos de la cuillère, elle poignarde, elle lance des... Ah oui, un bout portant, elle en a rien à foutre. Et du coup je me demande s'ils vont garder cette violence là uniquement pour les séries ou s'ils vont aussi importer ça au cinéma. Donc c'est à voir, sachant qu'il y a un film qui s'appelle Blade qui va sortir, donc ça serait à voir. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. À voir. Et toi Guillaume? Je rejoins Tobias sur tout ce qu'il a dit. Déjà, la scène avec Sharon, c'est bien. Ça le fait à la John Wick aussi. Enfin, les chorégraphies et les scènes de baston sont assez bien foutues. Sinon, pour revenir au Dr. Wilfred Nagel, moi, j'ai bien aimé le fait que Zemo soit pas aussi bien rangé que du coup Sam et Bucky, parce que forcément, c'est pas vraiment un antagoniste pour l'instant. Ça va peut-être le devenir, je sais pas. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils ont reçu que la scène de la danse avant, et du coup, ils se disent, ça y est, le vilain qui a divisé les Avengers, il a dansé, et du coup, c'est un bon gars. En fait, c'est pas parce qu'il danse que c'est un bon gars, et on l'a vu, là, il a buté directement Nagel, même si c'était pas un homme bien non plus. Il a quand même tué un homme comme ça, de sang-froid. Bon, vous me direz, Sam, il a tué des gens aussi, mais sauf que c'était en tant que soldat. Et après, il hésite pas d'ailleurs à se barrer avant que tout explose. Carrément, pour mettre son petit truc, son petit masque de Zemo. Cagoule. Sa petite cagoule violette. Et au final, moi je pensais qu'il allait se barrer. Bah pareil, ouais. Moi aussi. J'étais assez étonné, mais je pense que en fait c'est un homme de parole, je pense. Genre il va vraiment les aider dans leur enquête. Mais une fois que ça va être fini, s'il doit la remettre à l'envers, il le fera. Ouais. Donc, il a des valeurs et des principes, je pense. Ouais, voilà. Je pense que c'est quelqu'un quand même qui a quand même qui a des valeurs, je pense. Voilà. Il arrive avec un lance-roquette, non? Il me semble, un truc comme ça, donc... Non, un lance-roquette, c'était l'un des chasseurs de primes, et lui, en fait, ce qu'il avait, c'était un pistolet... Ah oui, et il vise... qui explose un conduit de gaz. Exactement, il y a une grosse explosion, Nickel. Et sur quoi pourrait-on revenir sur le fait que on a la confirmation que du coup, c'est le Power Broker qui a la main mise un peu sur tout ça, que vous avez des pistes un peu pour le futur là-dessus. Moi du coup je pense que c'est le vilain principal de la série. La série, ouais. Les Flag Smashers, au début je pense qu'ils étaient là juste pour dire que voilà c'était les vilains de la série pour pas qu'on calcule trop la suite. Au final on parle du Power Broker un peu dans l'épisode 2, dans l'épisode 3 on vous en parle encore un peu plus. On n'a toujours pas un nom, enfin pas un nom mais un visage sur cet homme là en tout cas, pour l'instant. Mais oui, je pense que ça va être le vilain principal, qui va se dévoiler après, sans doute. Je pense que les Flag Smashers... En plus, les Flag Smashers n'ont pas un but en soi négatif, au contraire, ils veulent aider les gens. Bah ouais, ils ont un objectif, entre guillemets, humanitaire, on l'a bien vu. Voilà, même s'ils n'ont pas les bonnes méthodes. Voilà. C'est vrai. Mais voilà. Ton avis, Tobias, là-dessus, sur le Power Broker? Sur Power Broker, bah du coup on n'en sait pas trop, c'est juste que dans les comics, voilà, il a donné des pouvoirs, il me semble, si je dis pas de conneries en plus, genre des personnes comme l'US Agent, notamment. Et Battlestar, et ouais, Battlestar, et exactement. aussi, ouais. Voilà. Et là, dans le MCU, bon, déjà, ce qui se passe depuis le début de la série avec Falcon and the Winter Soldier, c'est que ils prennent beaucoup de liberté par rapport aux comics. Genre, ils font des trucs qui ont pas forcément été faits. Genre, là, dans le MCU, faut voir ce que ça donne parce que ils nous le vendent un peu comme le roi entre guillemets de Madripoor, donc de cette joyeuse ville de Malfra. Donc, il est le juge. En gros, il est comment on dit? Oui, il a la main mise sur... Voilà, exactement. Donc, faut voir ce qu'il fait. Et parce que ce qu'elle dit à un moment, Selby, je crois que c'est Selby qui dit ça, c'est que Wilfred Nagel, il crée ce sérum justement pour Power Broker.
Donc, Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc faut voir ce que ça donne et du coup quelle est son implication avec les Flag Smashers, parce que dans l'épisode 2 à un moment il y a les Flag Smashers qui doivent partir parce qu'il y a justement les hommes de Power Broker Les hommes de main, ouais. qui arrivent. Donc pour l'instant on sait pas trop ce qui se déroule entre les deux et le pourquoi du comment. Donc c'est quelque chose à voir, et pour le coup je sais pas si vous avez des théories ou pas là-dessus, mais moi je dois avouer que c'est plutôt flou. Ah, c'est vrai que c'est je pense qu'on en saura peut-être plus forcément dans l'épisode 4, peut-être une apparition de celui qui mettra un visage, comme tu disais Guillaume, sur le Power Broker. Ouais, carrément. On a aussi la confirmation dans cette scène que du coup il y a bien eu des tests qui ont été faits tout au long, sur Isaiah. Yes. Je crois qu'à un moment il y a une référence à lui indirectement. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Et justement, puisqu'on parlait des Flag Smashers, on a quelques scènes avec Carly où on voit donc qu'elle est au chevet de sa mère. Je sais pas si c'est sa mère ou pas. Je crois que c'est Dunia. Il me semble. Madani. Enfin, en tout cas, c'est une proche, quoi. C'est sûr que c'est une proche. Ouais, voilà. Donc elle est à son chevet. Il y a une scène du coup avec les Flag Smashers où ils récupèrent des denrées alimentaires, des ressources qu'ils volent. Et ce groupe-là met le feu au conseil, enfin c'est une sorte de conseil de je sais plus quoi. Le GRC. Le Conseil mondial de rapatriement. Voilà, exactement. Le GRC, c'est un truc que j'ai trop aimé, parce que ça nous montre une fois de plus le traitement du blip dans le MCU. Genre, on voit qu'il y a des agences qui aident justement les personnes qui ont été disparues à reprendre un peu la vie active, à les rapatrier là où ils étaient. Et tout ça, je trouve que c'est bien parce que vraiment le début de cette phase 4, il joue bien le rôle d'expliquer comment est le monde après le blip, et d'expliquer que oui, le blip a eu lieu et c'est un événement majeur, et que c'est pas juste une anecdote en mode ok, il y a eu ça, et au final, il y a eu ça, et au final, dans les autres films et autres productions, tout ça, ça a pas trop d'impact. Non, là, non, on n'est pas du tout dans cette optique-là, et ça, j'ai bien aimé du coup, le GRC. Et du coup, si je comprends bien, les motivations des Flag Smashers, c'est que le monde a préféré entre guillemets plus venir en aide à ceux qui sont revenus du blip plutôt que ceux qui étaient là, et c'est ce qui crée peut-être leur motivation. Enfin moi je le prends comme ça. Ah c'est possible. C'est pas vous. C'est pas bête du tout. C'est possible parce qu'en plus pourquoi ils attaqueraient le GRC sinon? On sait pas là. Ouais. Et vu qu'on voit que leur objectif c'est de rendre le monde comme il était pendant l'éclipse. Et du coup on a donc le trio qui part pour la Lettonie, donc pour essayer de mettre la main sur Caril, c'est ça? Caril, ouais. Et qui essaie de mettre la main sur Caril, et Bucky fait donc la rencontre de Ayo, une Dora Milaje qu'on avait déjà vu dans Civil War et dans Black Panther. Et dans Infinity War aussi, on l'a vu. Ouais, dans Infinity War aussi. Changer un regard avec Natasha quand ils arrivent au Wakanda. Et c'est vrai que à première vue, j'avais pas fait attention, mais vous savez ces petites boules là que Bucky récupère, j'avais pas du tout fait le lien avec le Wakanda personnellement. Je savais pas du tout ce que c'était. C'est qu'après je me suis dit mais oui, c'est vrai que je crois que T'Challa dans Black Panther on glisse une dans la poche de. Oui, ils appellent ça les perles, je sais plus quoi là. Ouais, c'est bien ça. Et vous avez pensé quoi du coup à cette apparition d'un perso que vous avez déjà vu auparavant? Moi j'ai pas été spécialement surpris parce que justement c'était Charles Murphy qui en avait parlé il y a 1 an pendant le tournage en fait. Ça devait être courant novembre-décembre 2019 du coup. Ouais, Charles Murphy en avait parlé parce que il avait dit que il y a une actrice qui était castée pour pas castée mais une actrice va jouer un personnage wakandais. Et du coup, je m'y attendais à un moment donné dans la série en fait. J'avais un petit peu oublié, mais j'ai pas du tout en fait été surpris en fait en la voyant. Je me suis dit, bah ouais, logique du coup. Et c'est vrai qu'avec Zemo qui est sorti de prison, eh bien ça fait le lien parce que du coup, elle est là pour lui. Donc est-ce qu'elle veut l'amener en prison au Wakanda ou est-ce qu'elle je pense qu'ils veulent se venger parce que le Wakanda, ils savent que Zemo il est en liberté, du coup ils veulent en faire leur affaire personnelle parce que il a quand même tué du coup le papa de T'Challa. T'Chaka, ouais. Bah du coup là ça doit être la disparition de Zemo, elle a dû être indiquée par Interpol par exemple ou l'équivalent du MCU. Et du coup là, non, il n'y a eu aucune information, mais on va voir s'il parle du Wakanda aussi. Bah, je pense que Ayo, on va pas la voir longtemps, mais je pense qu'au prochain épisode, on va la voir régler son histoire avec Zemo, peut-être.
Je me demande s'il va y avoir un parallèle avec T'Challa aussi. Je pense que Je sais pas ça. dans cette chronologie, il est pas encore mort, peut-être. Bah, on sait Je sais pas. pas comment On ils sait vont pas, en gérer fait. ça de base dans le MCU. Ça va être compliqué. Mais je pense qu'ils vont peut-être évoquer le Wakanda à un moment donné. Ouais, Tu vois, je pense que si à ce moment-là, le roi T'Challa, ils l'ont fait mourir du coup à ce moment-là dans le MCU, elle va en parler. Et si c'est pas le cas, elle va pas en parler. Parce que du coup, Bucky, peut-être qu'il est proche de lui vu qu'il a été aidé par eux pour enlever son lavage de cerveau, tout ça, quoi. Et du coup, comment vous voyez se goupiller le prochain épisode, l'épisode 4? C'est vrai qu'il y a pas mal d'intrigues. On en a pas parlé, mais il y a aussi John Walker qui d'ailleurs Qui recherche, ouais. sur une scène au tout début de l'épisode se fait crusher dessus. Et C'est en bien fait, disant, ça c'est bien fait. Tu sais qui je suis, ou un truc comme ça. Hein. Et que Ah oui, non, mais- s'aligner Ah oui, non, mais... Tu sais Donc, qui je suis. Ouais. Et du coup, comment vous voyez cet épisode 4? Moi de base, alors un truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que de base j'attends pas forcément grand chose des épisodes de Falcon and the Winter Soldier, dans le sens où je vais faire un parallèle avec WandaVision, mais vraiment ça influe en rien sur la qualité des deux séries, c'est pas du tout un comparatif. C'est vrai que WandaVision il y avait plus des choses à théoriser, Il y a plus parce de que matière. c'est plus quelque chose qui joue sur le suspense et le comment on dit, la curiosité. Là où Falcon and the Winter Soldier c'est un truc beaucoup plus terre à terre. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, je m'invente pas 150 000 théories et j'ai pas 50 000 attentes. Ouais. Et au final, ça a fait que l'épisode est super à chaque fois. Vraiment, je me régale chaque semaine. Je sais pas si c'est vous si vous aussi vous avez cette impression-là. Carrément. Mais voilà. Mais sinon, si je devais avoir des attentes, je pense une petite confrontation avec Walker et pourquoi pas le début de la piste en mode... Parce que là, en fait, aussi un truc qu'on n'a pas parlé dans l'épisode, c'est que Bucky, à un moment, il dit que c'est lui qui va reprendre le bouclier. Ah oui, ouais. Il évoque dit ce que moment. si Sam le reprend pas, il va le reprendre. C'est ça. Donc il évoque ça, donc je m'attends parce que là on va être à l'épisode 4, il va rester plus que 2 épisodes après, que ça avance un peu et qu'ils se remettent en question un peu Sam. Voilà, c'est la seule chose que j'attendrai de l'épisode. Et toi, Guillaume? Bah écoute, moi j'en attendrais peut-être... on a vu pas mal sur Sam Bucky jusqu'à présent, et j'aimerais en savoir un peu plus quand même sur John Walker du coup et son copain Lemar Hoskins. Battlestar. Donc je pense qu'on va en voir un petit peu plus sur eux, parce qu'au final on a vu au début de l'épisode puis après plus rien. Donc je pense qu'ils vont remonter la piste, jusqu'à Sam et Bucky, Zemo, tout ça. Et puis je pense que on aura un petit peu plus d'éléments sur Power Broker. Et puis ça va commencer à se goupiller vers la fin, puisque mine de rien on est déjà à la moitié de la série. Et il reste 3 épisodes. Donc et oui, déjà la moitié. Ouais. Et puis dans le prochain épisode, on risque d'avoir une rencontre, enfin j'espère, entre Carly et même si on l'a déjà eu lors d'un affrontement, mais vraiment qu'il soit posé, qu'il y ait une discussion entre Carly et Bucky et Zemo, Bucky et Sam, pardon. Donc ça pourrait être intéressant de suivre tout ça. Bon je pense qu'on a fait le tour. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Eh bien parfait, c'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que vous pouvez nous suivre donc, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à toi Guillaume, merci à toi Tobias d'avoir été là. Toujours un plaisir, merci à toi. Avec plaisir comme d'habitude. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.